Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La mise en œuvre du PND 2021-2025 est effective. Le dispositif institutionnel de suivi et évaluation fonctionne. Le vice-président Timoko Meliette Kone a lancé ce lundi la troisième phase d'exécution. Le PND 2021-2025 met l'accent sur 6 piliers, notamment le développement du secteur privé et de l'investissement. La stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 enregistre des résultats des milliers de cas d'infractions vidéo verbalisées à Abidjan. Le directeur de la coordination des transports terrestres invité de la tribune hebdomadaire Tout savoir sur, organisée par le CICG, a dévoilé les actions initiées contre les accidents. Les acteurs ouest-africains du Cajou veulent s'adapter aux exigences du marché. Ils viennent de lancer des études afin de mettre en place de nouvelles politiques et réglementations. Ils vont s'accorder sur des références scientifiques communes. Enfin, le Burkina Faso demande le départ des troupes françaises de son sol d'ici un mois. Le porte-parole du gouvernement burkinabé, qui confirme l'information, précise qu'il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le PND 2021-2025 est bien en marche. Le dispositif institutionnel de suivi et évaluation fonctionne très bien. Le vice-président ivoirien Timoko Meliette Kone vient justement de lancer la troisième phase d'exécution. Le PND 2021-2025 met l'accent sur 6 piliers, notamment le développement du secteur privé. Et ce PND permettra également de consolider le triptyque paix, sécurité, justice. Jérôme Kofi-Aboulin. Le dispositif institutionnel de suivi, évaluation de la mise en œuvre du Plan national de développement, PND, comptant pour la période 2021-2025, officiellement installé. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce lundi en présence des partenaires au développement, des personnalités du secteur privé et de la société civile, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement autour du vice-président de la République, Timoko Meliette Kone. Comme présenté, ce plan constitue une garantie en vue de l'amélioration du bien-être des populations. Ce nouveau dispositif de suivi que nous lançons ce jour est composé de 6 organes. Le Conseil présidentiel d'orientation, présidé par son Excellence, Monsieur le Vice-président. Il est l'organe d'orientation stratégique de mise en œuvre du Plan national de développement. 2. Le comité de pilotage présidé par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il fixe les priorités de développement retenues pour la mise en œuvre du Plan national de développement. 3. Le comité technique présidé par le ministre chargé du plan et du développement. Il supervise et valide les travaux du secrétariat technique. 4. Le secrétariat technique de suivi, placé sous la coordination du directeur général du plan. Il assure le suivi technique quotidien de la mise en œuvre du PND. Les comités de district de suivi du PND, présidés par les ministres gouverneurs, constituent des cadres de dialogue entre les différents acteurs qui renforcent le suivi rapproché des interventions au niveau régional et local. Et enfin, les groupes de travail sectoriels qui établissent les bilans de mise en œuvre des différentes politiques sectorielles et des différents programmes et projets. À l'instar de la directrice des opérations de la Banque mondiale, Coralie Givers, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire rassure quant à son soutien à l'atteinte des résultats escomptés. Le PND 2021-2025 est une véritable boussole de développement qui ambitionne de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires à l'horizon 2030. Pour son financement, la contribution attendue du secteur privé est d'environ 44 000 milliards de nos francs, c'est-à-dire environ 74% de son montant global. Nous voulons vous assurer de notre disponibilité à œuvrer pour l'atteinte de ces résultats et nous savons compter sur le gouvernement pour continuer à créer les conditions d'un secteur privé fort et dynamique, capable de relever ce défi. Même détermination pour le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, à qui l'honneur est revenu de parler au nom des structures décentralisées. Je voudrais assurer que les ministres-gouverneurs ainsi
que les préfets de région, les présidents des régions et les maires sont prêts au combat. Parce qu'il s'agit de nos populations. Pour la plupart d'entre eux, ils connaissent les réalités du terrain. Parce que chaque jour, ils écoutent, ils analysent, ils proposent, ils suggèrent, ils prennent conscience des attentes des populations après une lecture que j'appellerais sphérique, qui prend en compte toutes les composantes des réalités qu'ils vivent sur le terrain. Président de la cérémonie, le vice-président de la République, Thiemo Komelié-Kone, indique que la présence de toutes les parties prenantes traduit leur pleine adhésion à la promotion de la bonne gouvernance. La forte mobilisation à l'occasion de cette cérémonie traduit ainsi la volonté de tous et de chacun de contribuer à la dynamique volontariste impulsée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de promouvoir la bonne gouvernance. L'objectif visé est de disposer d'un mécanisme de suivi intégré, inclusif et performant pour garantir l'atteinte des objectifs du PND 2021-2025 fondé sur le programme d'une Côte d'Ivoire solidaire. La forte attente du chef de l'État est de voir nos réalisations avancer plus vite et mieux pour le bonheur de chaque Ivoirien et pour que la Côte d'Ivoire s'affirme davantage, notamment par la vigueur et la qualité de sa croissance économique. C'est pourquoi il nous engage pleinement, et tous, sans exception, à l'action afin de faire de la participation citoyenne au développement un véritable projet de société destiné à donner plus de puissance et de force à l'action gouvernementale. Le plan national de développement PND 2021-2025, le troisième du genre, s'élève à 59 000 milliards de francs CFA. Son installation porte sur l'engagement de tous pour la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire. La stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, mise en œuvre par le gouvernement, enregistre aussi des résultats. Des milliers de cas d'infractions et vidéos verbalisées dans le district d'Abidjan. Le directeur de la coordination des transports terrestres, invité de la tribune hebdomadaire Tout savoir sûr, organisée par le CICG, a dévoilé les actions entreprises pour lutter contre les accidents de la route. Khalil Demondé, Franco Adio. En 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré 14 234 accidents de la circulation, dont 1 614 morts et 13 690 blessés graves, selon l'Office de la sécurité routière OSER. Pour rectifier le tir, le gouvernement se dote d'une stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, une stratégie qui a permis de renforcer les actions de répression contre l'incivisme sur les routes et de réduire le nombre de personnes tuées dans les accidents en 2022. Le nombre de tués est tombé à 1050 tués contre le seuil de 1500 tués qu'on connaissait en moyenne dans les années antérieures. Mais la baisse est venue d'où, justement ? Ça, c'est l'une des actions de la stratégie à travers son innovation par l'instauration de la vidéo-verbalisation. À ce jour, nous avons autour de 9 300 000 vidéo-verbalisations qui ont été faites depuis l'entrée en vigueur en 2021. Pour consolider les acquis, le ministère de tutelle entend amplifier les opérations de sensibilisation à l'endroit des acteurs du transport. Les actes d'incivisme seront tout aussi rigoureusement sanctionnés. Ces sensibilisations vont se faire à travers des campagnes thématiques, à travers des formations, à travers aussi des conférences. Donc voilà un peu des choses sur lesquelles nous allons travailler à travers la forme, mais à travers la répression. Et en ce domaine-là, la loi sera appliquée intégralement. L'ambition affichée par l'État ivoirien est de réduire de 50% le taux de tués liés aux accidents d'ici à 2030. Dans cette perspective, le Conseil des ministres du 17 janvier 2023 a décidé de la mise en vigueur du permis à points dès le 1er mars de cette année.
Chaque permis de conduire sera doté d'un capital de 12 points qui sera réduit à chaque infraction. Et le monde agricole bouge aussi. Les acteurs ouest-africains du cajou veulent s'adapter aux exigences du marché. Ils viennent justement de lancer des études afin de mettre en place de nouvelles politiques et réglementations. Ces acteurs vont s'accorder sur des références scientifiques communes pour une meilleure valorisation de l'ensemble de la chaîne des valeurs du cajou ouest-africain. Lancé Bakayoko. Pendant 2 jours, les opérateurs majeurs de la filière cajou venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria ont partagé les expériences en vue d'améliorer l'efficacité des politiques et réglementations dans le secteur au cours des 15 dernières années. Les participants qui proviennent de 5 pays sont des gens du gouvernement, mais aussi du secteur privé qui ont déjà dans plusieurs pays siègent sur des comités de politique. Et donc, cette étude vient leur donner un petit peu les bases. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les bons coups dans les politiques? Quels ont été les moins bons coups? Et leur donner les outils de pouvoir prendre des meilleures décisions sur l'avenir du secteur cajou dans leur propre pays. Selon l'Alliance africaine du cajou, il est temps, après ces études, que les politiques soient tournées vers l'industrialisation. Surtout que la transformation représente non seulement un réservoir d'emploi pour les jeunes et les femmes, mais également une niche de recettes supplémentaires pour les pays producteurs. La filière cajou veut en tout cas se positionner en tant que filière leader dans cette structuration parce qu'elle s'inscrit totalement dans la vision du gouvernement, elle s'inscrit totalement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Grâce à ces assises initiées par USDA West African Pro Cashew, la filière ouest-africaine du cajou a désormais de solides références scientifiques. La production ivoirienne de noix brutes de cajou est de 460 000 tonnes. Seulement 17% sont transformés localement. Parcours inspirant, c'est une tribune d'échange ouverte aux personnes dont le parcours inspire et ces personnes servent d'exemple. Ces personnes de valeur se distinguent dans leurs différents domaines. Elles partagent donc leurs expériences aux autres. C'est une initiative du réseau des ENAC musulmans de Côte d'Ivoire. Et l'invitée de la première édition est l'ex-directrice générale de l'École nationale d'administration ENA. Khalil Diomandé, Franck Diop, le reportage. Et avec mes jus et mon yaourt que je vendais, je payais mes factures d'eau, la popote, facture d'électricité, et j'avais même de l'argent à envoyer à ma mère. Salamata Traoré, désormais ex-directrice générale de l'École nationale d'administration ENA, invitée à partager son vécu lors de la première édition de la tribune d'échange dénommée Parcours inspirant. 45 minutes d'horloge et la conférencière de raconter sans artifice son parcours socio-professionnel à un auditoire composé d'énarques, membres du réseau des énarques musulmans de Côte d'Ivoire, RENAMSI. La foi, le travail et surtout la patience, les valeurs cardinales qui lui auront permis de gravir les échelons au sein de l'administration publique ivoirienne. Une vie ne se construit pas en un jour. Donc il est normal et évident qu'au début de notre carrière, nous ne pouvons pas nous retrouver dans les mêmes conditions de vie, ni à des postes aussi intéressants que ceux qui ont commencé 10 ans, 20 ans avant nous. Donc ce que je peux conseiller à mes jeunes frères, c'est de s'employer, à travailler bien et juste en attendre la récompense. Les membres du RENAMSI, initiateurs de ce partage d'expérience, se disent édifiés. Elle a fait 26 ans à l'ENA, elle nous a partagé l'amour du travail. Elle nous a partagé sa foi en Dieu. Elle nous a partagé sa patience dans les moments difficiles. Nous comptons marcher sur ses pas en tant qu'ENAC et nous essayerons d'être du mieux que nous pouvons des fonctionnaires exemplaires. Appelée à faire valoir ses droits à la retraite, Salamata Traoré a été élevée au rang de directrice honoraire de l'ENA par la ministre de la Fonction publique. Un titre qui lui est attribué au regard des réformes ayant contribué au rayonnement de l'Institut dont elle avait la charge. Dans la même dynamique, le RENAMSI lui remet un prix d'honneur. Il y a d'autres belles initiatives à saluer. La Banque mondiale et le gouvernement ivoirien poursuivent le renforcement des capacités des enseignants et écoliers dans le cadre de la réforme du système éducatif. Plus de 14 000 manuels scolaires et guides maîtres sont distribués. Voyons le tab de Aouniansou à Lao, village du département de Tiébissou. C'est dans la région du Bélier avec notre reporter Léon Brou.
Des ouvrages, précisément des livres de lecture et de mathématiques remis à des écoliers. L'acte symbolique lance officiellement la distribution gratuite de manuels scolaires et de guides maîtres dans le département de Tiébissou. 14 062 livres pour écoliers et enseignants des cours préparatoires et élémentaires au titre de cette année scolaire. Un don du programme d'assistance pour la gouvernance de la délivrance des services de base aux citoyens, en abrégé PAGDS, apprécié de la famille éducative. Vous allégez ainsi les nombreuses charges de nos parents d'élèves. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Le président de la République, le gouvernement, la Banque mondiale, le PAGDS et toutes les personnes de bonne volonté qui soutiennent l'école. Renforcer les capacités des écoliers et enseignants pour l'amélioration des résultats scolaires, but de la mise à disposition gratuite des manuels scolaires, et d'indiquer la Banque mondiale comme bailleur, la coordonnatrice du PAGDS avance que l'atteinte de cet objectif reste la condition de la poursuite du projet. Une façon d'en appeler à la responsabilité des écoliers, parents d'élèves et enseignants. Les enfants, n'allez pas vendre vos livres à la librairie par terre. Les parents, veillez à ce que ces livres-là soient disponibles dans le sac de vos enfants. De temps en temps, contrôlez pour savoir si les livres sont là. Et les enseignants aussi, c'est pareil. Vérifions que ces livres sont là et qu'ils ne sont pas vendus. L'opération a intégré en octobre de cette année scolaire les cours préparatoires et a distribué gratuitement 3 400 000 manuels scolaires et guides maîtres au titre des 2 dernières années. Sur la scène politique nationale, le candidat du RHDP à la mairie de Yopougon continue sa série de rencontres des communautés de cette commune. Adama Bictogo a échangé ce week-end même avec les communautés Sénoufo afin de recueillir leurs préoccupations. Il a par ailleurs assisté à l'intronisation des chefs traditionnels du district du Woroba à Yopougon. Michel Digré. Voilà ton fauteuil. El Hadj Fofana Mambadou, c'est désormais lui le chef central du district du Woroba à Yopougon. Une intronisation en présence d'Adama Bictogo. Les cadres de cette région donnent le sens de cette cérémonie. Introniser le chef Woroba en face du président de l'Assemblée nationale, c'est un bail qui ne va plus finir. Entre Adama Bictogo et le Woroba, c'est une relation fusionnelle. Pour sceller ce bail, Adama Bictogo a communié avec les populations du Woroba. Le mercure est monté d'un cran dans la salle. Adama Bictogo explique sa politique de proximité avec les différentes communautés vivant à Yopougon. J'ai décidé de rencontrer chaque communauté parce que les problèmes de la communauté du Woroba ne sont pas les mêmes problèmes que ceux des savanes, ni ceux du Guinguet, ni ceux du district des Lagunes, ni ceux des montagnes. Après les populations du Woroba, Adama Bictogo a échangé avec les communautés Sénoufo qui lui ont renouvelé leur confiance. C'est de ça que notre pays a besoin. De gens d'expérience, de gens qui ont fait leurs preuves. C'est pour cela que nous avons confiance à lui. Yopougon, c'est 2 millions d'habitants, plus de 2 millions d'habitants. On ne peut pas laisser une telle commune entre les mains de quelqu'un qui n'a pas l'expérience. Pour Adama Bictogo, seule l'union sacrée permettra de relever tous les défis. Je suis qu'en mission. J'appelle donc tous mes frères. Je l'ai déjà fait. Mais je les appelle encore à nouveau à aller dans le sens de l'union. L'union de notre parti, la grande famille. À rester soudés autour des missions du président Alassane Ouattara. Voilà, je vous conduis à présent dans la région de Gbeke qui connaît de nombreux projets de développement et depuis 2018. On peut citer entre autres la construction des centres de santé, de collèges, l'électrification, le bitumage, l'adduction en eau potable. Bref, des projets engagés par le président de la République et pour lesquels les populations de la région de Gbeke sont très reconnaissantes. Après 5 ans, le ministre Amadou Koné, cadre de la région, fait le point et annonce de nouveaux projets pour la région, nous rapporte Soro Corona.
Construction d'un centre hospitalier régional, d'un service de cardiologie, raccordement de Boaké au fleuve Bandama pour juguler la question de l'accès à l'eau potable, électrification de la quasi-totalité des villages, bitumage des rues des communes de Boaké, Diabo, Sakassou, Boutro et Béoumi. Des travaux qui en 5 ans ont changé le visage de la région de Béké. Face aux guides religieux, chefs traditionnels et de communautés, élus et cadres, le ministre Amadou Kone fait le point de tous ces projets de développement. Nous nous réjouissons de l'important travail qui est fait par le président dans le pays, mais particulièrement à Boaké et dans le Béké. 2023 verra l'achèvement, la livraison des infrastructures et le lancement de nouveaux projets pour toujours transformer la région de Béké. En ce qui concerne donc le raccordement, et cette année vont commencer donc les travaux de canalisation pour que les quartiers qui manquent encore d'eau ou qui ont des problèmes d'eau donc puissent avoir de l'eau. Le ministre de la Santé a indiqué qu'on va fermer donc complètement le CHU et le CHU sera réhabilité, étendu pour qu'on ait un hôpital neuf. En 2023, nous faisons tout pour que démarre effectivement donc l'industrialisation au niveau de la ville de Boaké. Cette transformation qualitative s'est réalisée dans une atmosphère de paix et de stabilité sociale. Comme ce que disent les banquiers, en disant que l'argent a horreur du bruit, eh bien, le développement, n'est-ce pas, a horreur de tout ce qui n'est pas cohésion, de tout ce qui n'est pas fait dans la paix. Alassane Ouattara, c'est ce qu'il prône. Donc c'est tout à fait normal qu'au niveau même de chaque région, que chacun fasse cette volonté véritablement d'aller à la cohésion. Sans cela, comprenez que ce ne sera pas possible de se développer. Cette rencontre d'échange et d'information sur le développement a été l'occasion pour les différentes couches sociales du Béké d'adresser les vœux de la nouvelle année au président de la République. Les guides religieux et les chefs traditionnels ont prié pour le chef de l'État et la paix en Côte d'Ivoire. Le Poro est aussi reconnaissant au président de la République. Les cadres de la région, à leur tête le ministre directeur du cabinet du président de la République, se sont joints aux populations de la sous-préfecture de Lata pour célébrer le chef de l'État, Alassane Ouattara. Fidel Sarasoro représentait le Premier ministre Patrick Achi qui était invité spécial de cette cérémonie. Lata, localité située à 14 km de Korogo, a bénéficié de plusieurs infrastructures de développement, nous dit Ami Sissoko. Moment de communion fraternelle autour des grandes actions de développement du chef de l'État en faveur de populations de la sous-préfecture de Lata, à 14 km de Korogo, au nom desquels la construction du château d'eau du collège de proximité, l'extension du réseau électrique, le bitumage des rues et bientôt celui de l'axe Korogo-Lata. Un développement impulsé par l'ex-premier ministre Amadou Goncoulibaly, dont la plus belle avenue au cœur de Lata porte désormais le nom. L'inauguration a été faite par le ministre Fidel Sarasoro à l'occasion de cette cérémonie d'hommage au président de la République. L'initiateur de cette journée, Dr Siélé Silué, fils de Lata, ex-fonctionnaire de la Banque mondiale et conseiller spécial du Premier ministre Patrick Achi. La confiance qu'il inspire à tout bailleur de fonds de venir en Côte d'Ivoire, l'attention avec laquelle il traite les autres, y compris ses opposants politiques, font du président Alassane Ouattara un homme exceptionnel. Si nous sommes là aujourd'hui, d'inaugurer des routes, en train de fêter l'électricité, en train de fêter l'eau, comme les femmes et les jeunes l'ont rappelé, c'est bien parce qu'à un moment donné de notre histoire, des Ivoiriens, des hommes et des femmes ont cru à un homme, Alassane Ouattara. Représentant le Premier ministre Patrick Achi, parrain de la cérémonie, le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, fait savoir que célébrer le président Alassane Ouattara est légitime, car c'est avec lui que le pays s'est considérablement développé. Nous sommes témoins de son engagement. Nous sommes témoins de la cohésion sociale qu'il inculque chaque jour dans ce pays. Oui, nous avons raison de le célébrer. Nous avons raison d'être reconnaissants. Et si nous ne l'étions pas, nous serions des ingrats.
Cette journée était aussi l'occasion pour les femmes de présenter quelques doléances. Elles souhaitent le renforcement du plateau technique du centre de santé et sollicitent la visite de la première dame Dominique Ouattara à Lata afin de bénéficier du fonds FAFSI. Et si on restait dans le Poro pour découvrir cette fois-ci un animal, mais tout aussi particulier. Il s'agit du calao, cet oiseau qui est sacré pour les Sénoufos. Il est protecteur, symbole de fertilité et de nombreuses autres vertus lui sont attribuées. Le calao est visible partout en pays Sénoufo. Si vous faites un tour, vous allez vous en rendre compte. Et il est loin d'être un animal ordinaire. Découvrons cet animal donc avec Ami Sissoko. Moi, savoir exactement un petit peu l'explication de... C'est un calao. Le calao, cet oiseau au bec disproportionné, surmonté d'un étrange casque osseux, occupe une place de choix dans la culture sénoufo. C'est un oiseau sacré pour le sénoufo. Et c'est un calao qui porte bonheur pour amener les parents vers les terres fertiles. Il protège les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Et puis c'est le gardien du bois sacré. Les gens qui sont initiés dans le bois sacré, ils présentent, ils protègent tout le monde. Sur ce petit oiseau ordinaire des forêts et des savanes repose toute la philosophie de ce brave peuple du septentrion ivoirien. Son dos large, son gros ventre et son long bec, des symboles pour les sénoufos. Ça c'est le mâle, ça c'est la femelle. Donc le mâle a une crête. Oui, une crête. Les ailes, c'est la protection. Ça protège les initiés, le peuple sénoufo, c'est-à-dire les enfants. Et le gros ventre, c'est-à-dire que le sénoufo, quand il rentre dans le bois sacré, il conserve beaucoup de secrets. C'est-à-dire que le secret est dans le ventre. Tant que tu n'es pas initié, tu ne dois pas trop faire sortir ce qui est dans le ventre. En même temps, le bec qui est courbé. C'est un bec qui est courbé. C'est-à-dire le bec représente ne pas trop parler. Ne pas trop parler. C'est très important dans la tradition, surtout le poro. Puis les pieds, c'est-à-dire que l'assis dans la tradition. Son ventre bombé fait également du calao un symbole de fécondité et de fertilité. Pour celles qui veulent, peut-être quand on parle de fécondation ici, sont obligées de demander aux sculpteurs « j'ai tel problème ». L'individu qui connaît les arbres en pays sénoufo, c'est le sculpteur, les dalébélés. Ils connaissent toutes les espèces d'arbres. Ils savent pour la fécondité quel type d'arbre je dois utiliser pour sculpter ce calao. Et la femme qui a ça chez elle, en tout cas, je ne suis pas Dieu, mais sur 90% des cas, ont des enfants. Le calao occupe de ce fait une place de choix dans l'art sénoufo. À Korogo, ce jeune qui s'autoproclame ambassadeur de la culture sénoufo possède des sculptures géantes de calao de 2,80 m et 3,50 m de hauteur. Ahmed a toute une histoire avec ses oiseaux. Le village des sculpteurs que j'ai vu ça exposé, ça m'a attiré. C'était un sentiment indescriptible. Ça me ramène vraiment à l'enfance. Je suis tombé vraiment fan de cette pièce. Je pense qu'elle est unique dans la région du Poro. Il n'y en a pas deux. La taille standard, c'est entre 1,50 m et 1,80 m pour un calao. Le calao est l'une des figures les plus sculptées par les artisans du quartier Koko, le quartier des sculpteurs à Korogo. Regroupés au sein de l'Union des artisans sculpteurs du Nord, ils font la promotion de l'art sénoufo. Les Blancs même qui perdent beaucoup, c'est maintenant que j'ai vu que les Africains ont commencé, surtout nos frères, ont commencé à s'intéresser. Le client, quand ils viennent pour payer, surtout l'expatrié, il ne peut plus payer un œuf plus grand. Il se dit, quand il paye un œuf plus grand, arrivé à l'aéroport, il faut chercher des documents, ça les fatigue, donc ils n'arrivent plus à mettre de l'argent dans nos œufs. Dans le Poro, et précisément à Korogo, le calao est visible partout. Ses sculptures ornent bureaux, habitations et bien d'autres lieux. Signe de l'intérêt que lui portent les populations locales et du respect qu'elles lui vouent. Le grand nombre de représentations du calao en pays sénoufo et la grande taille des sculptures montrent bien qu'il est plus qu'un animal ordinaire ici, dans la région du Poro.
Un reportage réalisé pour vous par Ami Sissoko. On n'hésitera donc pas de faire un tour dans le Poro pour découvrir le kalao, cet animal qui n'est pas du tout ordinaire. Pour l'actualité en bref de ce jour, est-ce le continent africain? Au Burkina Faso, le gouvernement, je l'ai dit tantôt, confirme la demande de départ des troupes françaises. Et en RD Congo, 24 civils ont été tués dans une nouvelle attaque par les forces démocratiques alliées. Et ailleurs en Ukraine, l'Union européenne accorde des soutiens supplémentaires pour des fournitures d'armement. Logoreti, Solomon Donisongui et Sidonie Davila signent cette actu en bref. Ce lundi, le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso confirme la demande de départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai d'1 mois. 24 civils ont été tués, 10 personnes enlevées et des maisons incendiées dans la nuit du dimanche au lundi, lors d'une attaque attribuée aux ADF, Forces démocratiques alliées, dans le village de Makungwe, à l'est de la République démocratique du Congo. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis à Bruxelles acceptent de débloquer à nouveau 500 millions d'euros supplémentaires pour des fournitures d'armement à l'Ukraine et 45 millions d'euros pour la formation des militaires. Et fin de ce 20h, supervisé par Hervé Blé, Adama Kone. Merci à toute la régie, à toute l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir, le même bonheur, demain 20h.